9 novembre 2002. Josh Guimond, un étudiant de 20 ans, participe à une soirée sur le campus de son université, mais alors que la soirée se déroulait sans encombre, Josh se volatilise sans laisser aucune trace. Depuis ce soir-là, sa disparition reste inexpliquée et est considérée comme un véritable mystère, au point où plusieurs théories, toutes plus folles et crédibles les unes que les autres, restent imprégnées dans l'esprit de ses proches. Mais alors qu'est-il arrivé à Josh? Comment a-t-il pu se volatiliser en seulement quelques minutes? Voici ce qui s'est passé. Cette histoire commence donc le soir du samedi 9 novembre 2002, dans le petit campus de St. John, une université prestigieuse de droit située dans le Minnesota. On est en plein hiver et ce soir-là il fait très froid. Le campus est recouvert de neige. Ce samedi soir, vers 2h42 du matin, Nick, le meilleur ami et colocataire de Josh, rentre dans leur appartement étudiant et remarque que le lit de son ami est vide. Mais il ne s'inquiète pas plus que ça, car il sait que Josh est allé à une soirée poker dans un autre appart étudiant et suppose donc qu'il a dû soit dormir sur place ou que la soirée n'est toujours pas terminée. Le lendemain matin au réveil, Nick réouvre la porte de la chambre de Josh et découvre qu'il n'est toujours pas rentré. À ce moment-là, il prend donc son téléphone pour le contacter, mais remarque qu'il ne s'est pas connecté sur ses réseaux sociaux depuis 12 heures. Alors Nick décide d'appeler Cathy, qui est l'ex-petite amie de Josh et qui est également étudiante sur le même campus, pour lui demander si elle n'a pas eu de ses nouvelles. Au téléphone, Cathy tombe un peu des nues, car ce n'est pas du tout dans les habitudes de Josh de ne pas donner de nouvelles. Elle prévient donc à son tour la mère de ce dernier, qui avait reçu à peu près au même moment un appel du doyen de la fac pour l'informer que son fils est introuvable et que personne n'a de ses nouvelles. À 23h42, la mère de Josh appelle la police et signale la disparition inquiétante de son fils. Très rapidement, la police arrive sur place, on est donc le dimanche soir, 24 heures après la disparition, et la chambre de Josh est fouillée par les policiers. Dans un premier temps, ne sachant pas s'il s'agit d'un départ volontaire ou d'une enquête criminelle, les enquêteurs ne négligent aucune piste. La chambre de Josh ne présente aucune trace de lutte, tout est à sa place, rien n'a bougé, rien n'a été volé et aucune lettre de suicide n'est retrouvée. Bref, rien ne laisse penser que Josh soit parti volontairement, surtout que sa voiture est garée devant l'appartement et que la boîte de ses lentilles de contact est retrouvée sur son bureau. Et toutes les personnes qui portent des lentilles ou des lunettes savent que ce n'est pas quelque chose qu'on oublie quand on a décidé de partir quelque part. Alors pensant que Josh se trouve sûrement sur le campus, les enquêteurs décident de se pencher sur son emploi du temps pour retracer la journée de sa disparition. Mais juste avant de vous parler de ce qu'il a fait ce jour-là, laissez-moi vous parler un petit peu plus de ce campus qui est quand même assez spécial afin de vous planter le décor. St. John est donc, comme je vous le disais, une université catholique et privée assez prestigieuse. Pour vous donner une idée, la plupart des professeurs sont des moines et une très belle abbaye se trouve sur le campus. Les étudiants sont donc tous de très très bons élèves qui tendent à devenir des hommes politiques pour beaucoup d'entre eux. Le campus, lui, est composé de 2000 étudiants dont la majorité viennent de la classe haute et comme vous pouvez le voir, le campus est séparé en deux par un lac. Quant à Josh, lui, il est en 3e année de droit et passe la majeure partie de son temps avec Nick, son meilleur ami et colocataire, et Cathy, son ex-petite amie, avec qui il était en couple depuis la seconde. Maintenant que vous voyez un petit peu l'environnement dans lequel la disparition de Josh s'est produite, retraçons ensemble sa journée du 9 novembre 2002. Le matin de cette journée-là, Josh, Nick et Cathy déjeunent ensemble. Cathy les invite tous les deux à venir dîner dans son appartement et passer la soirée ensemble. Nick accepte l'invitation, tandis que Josh lui explique qu'il avait déjà une soirée de prévue. Il est invité à faire une soirée poker chez des amis, mais il leur dit qu'il viendra quand même dîner avec eux, puis après qu'il ira à sa soirée. Donc vers 23h, après avoir fini le repas, Josh dit au revoir comme prévu à Nick et Cathy et part en direction de sa soirée qui se trouve à l'opposé du campus. Mais même si c'est à l'opposé, le campus est assez petit, donc Josh ne doit marcher que 5 minutes pour traverser le pont au-dessus du lac et arriver à destination. En arrivant à la soirée, 12 étudiants sont présents. Josh n'en connaît que quelques-uns, mais après quelques verres, il s'amuse beaucoup et joue au poker. Les étudiants de la soirée expliqueront aux enquêteurs que Josh était de très bonne humeur, qu'il était très drôle et parfaitement normal. Mais voilà, alors qu'il est assis autour de la table de poker en train de jouer, Josh se lève soudainement, sans dire un mot, et se volatilise. Et partir sans dire un mot à qui que ce soit, sans dire au revoir, n'est absolument
absolument pas dans ses habitudes. Mais alors pourquoi Josh est-il soudainement parti? A-t-il vraiment quitté la soirée dans la plus grande discrétion? À ce moment-là, les enquêteurs vont s'intéresser au profil du disparu pour savoir à quel type d'étudiants ils ont affaire, mais surtout ils vont faire face au premier rebondissement de cette énigme. Josh Guimond, né Joshua Guimond, voit le jour en juin 1982. C'est un enfant heureux qui, dès le plus jeune âge, montre des aptitudes intellectuelles assez élevées. Il grandit avec ses deux parents, Lisa et Joshua, et aspire à une grande carrière politique. À l'école, il a toujours été très studieux et talentueux. Il est décrit comme un jeune homme sportif, drôle, qui a beaucoup d'avenir et qui est assez populaire. En s'inscrivant à la fac de droit, Josh devient président de sa classe et voudrait par la suite s'engager en politique. Son plus grand rêve serait de devenir président. Tonight, we stand at the threshold of a new beginning. Josh was the valedictorian of the Maple Lake class of 2000, and no one doubted he was on his way to a future as a lawyer and politician. On n'a pas plus d'informations sur qui est Josh, mis à part que c'était juste un jeune homme parfaitement lambda, qui avait une vie sans problème, sans ennemis, et qui était aimé de tous. Et c'est justement pour toutes ces raisons que sa disparition a touché et choqué beaucoup de monde, car personne ne comprend qui aurait pu s'en prendre à un étudiant sans histoire. Le lundi, soit 2 jours après la disparition de Josh, les premières fouilles et battues commencent. Sa famille, ses amis, mais également le campus tout entier, très touché par la disparition, se mettent à sa recherche. Plusieurs centaines de personnes scrutent les moindres recoins du campus, chaque bâtiment, chaque sentier, chaque endroit, même les plus reculés, ce qui fait de ces battues les plus grandes de l'histoire du comté. À la télévision, même chose. La photo de Josh est partout. Sa disparition a très vite été médiatisée. Tout le monde veut savoir où est passé cet étudiant de 20 ans. Et c'est du côté de la police que le premier indice est découvert. Les enquêteurs ont fait appel à des chiens pisteurs qui perdent la trace de Josh pile au milieu du pont qui sépare l'endroit de sa soirée poker à l'adresse de son appartement. Donc d'après le marquage des chiens, Josh est bel et bien parti de la soirée sans rien dire à personne, a marché seul dans la nuit pour rentrer chez lui et a disparu sur ce pont à quelques centaines de mètres de chez lui. Un appel à témoins est donc lancé pour retrouver des personnes qui se trouvaient par hasard sur ce pont cette nuit-là et par chance, 2 étudiants se présentent au commissariat et livrent un témoignage très troublant. Ces 2 jeunes, une fille et un garçon, expliquent qu'entre minuit 15 et minuit 30, ils se baladaient sur le campus et que lorsqu'ils ont emprunté le pont, ils ont croisé un jeune homme qui correspond à la description physique de Josh et qui marchait seul dans le sens opposé du leur. Ils indiquent à ce moment-là, ils n'ont croisé ni autre voiture, ni personne d'autre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'après l'avoir croisé, les 2 étudiants se sont retournés quelques secondes plus tard pour l'observer de nouveau et que là, Josh avait disparu alors qu'il se trouvait toujours sur le pont. Ce témoignage colle parfaitement avec le marquage des chiens et les enquêteurs comprennent alors que ce pont est sûrement l'endroit où tout s'est passé. Alors est-ce que Josh est-il tombé dans l'eau? A-t-il sauté en voulant se suicider? Est-ce un accident? Une chose est sûre, pour les 2 témoins de cette nuit-là, ils n'ont ni entendu quelqu'un sauter, ni la moindre petite éclaboussure d'eau. La disparition de Josh devient alors de plus en plus énigmatique, d'autant plus que les enquêteurs vont découvrir que Josh n'est pas le premier étudiant à disparaître près de ce lac. Trois jours après le soir de la disparition, le FBI intervient dans les recherches. Et si le Bureau fédéral d'investigation américaine s'empare de cette affaire, c'est parce qu'il pense que le cas de Josh pourrait être lié à d'autres dossiers. Car oui, Josh n'est pas le premier étudiant de la région à disparaître soudainement sans laisser aucune trace. Avant lui, Chris Jenkins se volatilise le soir d'Halloween, soit 8 jours avant Josh, et 6 jours plus tard, c'est Michael Knoll qui disparaît lors d'une fête d'anniversaire. Ce qui est très perturbant, ce sont les points communs entre ces 3 jeunes. D'abord, ce sont tous des étudiants et des étudiants garçons. Ils disparaissent à quelques jours d'intervalle, pas très loin des uns des autres, mais surtout, ils ont tous disparu près du même lac. Alors pour le FBI, la piste d'un éventuel tueur en série qui arpenterait le lac et qui enlèverait des jeunes étudiants est une piste très sérieuse. Donc pour en savoir plus, les enquêteurs refont appel à des chiens renifleurs et qui, cette fois-ci, marquent au bord de l'eau, juste à côté du pont. Donc forcément, les enquêteurs se demandent si Josh n'est pas dans le lac. On sait que pendant cette soirée, Josh a bu de l'alcool. Certains disent qu'il était parfaitement lucide, tandis que d'autres affirment qu'il était complètement saoul. Alors peut-être qu'il est tombé dans l'eau et n'a pas pu remonter à la surface. Pour en être certain, des plongeurs et même des sous-marins sont envoyés dans le lac à la recherche d'indices.
Mais le gros problème, c'est qu'avec les températures glaciales de ce mois de novembre, il est très compliqué de mener comme il faut des recherches dans ce lac, et si malheureusement un corps se trouve au fond de l'eau, il referait surface qu'au printemps, quand les températures seront plus chaudes. Alors après quelques fouilles, qui n'ont pas été concluantes, les enquêteurs décident d'arrêter officiellement les recherches et d'attendre la saison prochaine pour pouvoir continuer. Mais en attendant, une nouvelle théorie voit le jour et qui va faire éclater une sombre vérité dans le campus, mais également dans le pays tout entier. On est 50 jours après la disparition de Josh et les recherches reprennent doucement. Les chiens renifleurs sont de nouveau sollicités et il faut savoir que ce genre de chien peut renifler les odeurs de quelqu'un plusieurs mois après son passage sur un lieu précis, donc les enquêteurs ne perdent pas espoir pour retrouver l'étudiant en vie. Ce jour-là, un chien pointe à 3 reprises à la soirée poker, sur le pont et à l'abbaye de Saint John. Et cette nouvelle piste amène les enquêteurs sur une nouvelle théorie, des rumeurs terrifiantes qui perdurent au sein du campus depuis 40 ans. En fait, après avoir interrogé beaucoup d'étudiants, ces derniers apprennent que certains moines abuseraient sexuellement des élèves dans l'abbaye. En 40 ans, 4 plaintes pour agression sexuelle ont été déposées. Un des moines, visé par ces plaintes, a même reconnu avoir eu 200 rapports sexuels dans l'abbaye. Et comme par hasard, la veille de la disparition, Josh et Nick ont eu une discussion à ce sujet. D'après le colocataire, Josh était furieux que l'université mette ces terribles histoires d'abus sexuels sous le silence et lui avait confié qu'il faisait justement des recherches sur ce sujet dans le cadre d'un devoir à rendre. Et par rapport à l'endroit où le chien pisteur a marqué sur l'abbaye, il s'agit d'une zone où l'accès est interdit au public et qui se trouve derrière l'abbaye. Malheureusement, dans cette zone, les enquêteurs ne trouvent rien, pas le moindre petit indice, malgré que cette piste aurait pu être crédible. Si imaginons Josh en fin de soirée, un peu éméché par l'alcool et on le sait, était en colère à cause de cette histoire, aurait voulu rendre justice aux étudiants qui se sont fait abuser et aurait donc décidé d'aller à l'abbaye cette nuit-là pour avoir une confrontation avec les moines, et on peut très bien imaginer que les choses auraient pu déraper, d'où sa disparition et d'où le marquage du chien. Mais malheureusement, même si tout ça aurait été possible, il n'y a pas de preuves, pas d'indices, pas de corps, et donc cette piste se referme et il va falloir attendre plusieurs mois pour que l'enquête soit relancée par une nouvelle théorie. On fait un petit saut dans le temps donc, car un nouveau rebondissement voit le jour en février 2003. Josh a disparu depuis 4 mois et la découverte de 2 corps va relancer l'enquête. Vous vous souvenez des 2 autres étudiants, Chris et Michael, qui avaient eux aussi disparu près du lac? Eh bien en février 2003, le corps de Chris est retrouvé dans le lac. Grâce aux températures qui sont remontées, son corps a refait surface, tout comme celui de Michael, qui est aussi retrouvé le mois suivant dans le lac. La théorie selon laquelle un tueur en série rôderait près du lac s'écroule donc, et les enquêteurs déduisent formellement que les 3 disparitions ne sont pas liées. Chris et Michael sont sans doute tombés dans l'eau après leur soirée, et la glace du lac ayant fondu maintenant, les recherches reprennent comme prévu, mais malheureusement, Josh ne s'y trouve pas. Les enquêteurs sonnent donc la fin définitive des recherches dans ce lac en concluant que Josh n'est pas tombé dans l'eau, car sinon son corps serait remonté. À partir de ce moment-là, les enquêteurs reprennent tout à zéro. Ils sont forcément passés à côté de quelque chose. Ils décident donc de réinterroger tout le monde sur le campus, et notamment Nick, son meilleur ami et colocataire, car depuis le début, ils ont un petit doute sur lui, des doutes qui sont renforcés après avoir réinterrogé un ami de Josh qui affirme se souvenir d'avoir entendu une dispute entre Josh et Nick le soir de la disparition au sujet de Cathy. Certains étudiants affirment qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Cathy aurait mis fin à sa relation avec Josh car elle était tombée amoureuse de Nick. Donc si la rumeur dit vrai et que Nick et Cathy voulaient sortir ensemble, auraient-ils pu vouloir se débarrasser de Josh pour vivre tranquillement leur histoire? Pour rappel, Cathy et Josh sont sortis ensemble pendant 4 ans et demi et se sont séparés quelques mois avant la disparition de Josh. Peut-être qu'il a appris que son ex et son meilleur ami voulaient être ensemble. Les choses ont-ils dégénéré entre les trois? Pour le savoir, Nick est réinterrogé par les enquêteurs et explique que oui, il est très amoureux de Cathy, qu'ils se sont même déjà embrassés plusieurs fois, mais ils ne sont pas allés plus loin par respect, dit-il, pour Josh. Cette nouvelle information remet un peu toute l'enquête en question et les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi ni Nick ni Cathy n'ont pas parlé de ce triangle amoureux dès le début. Mais les doutes sur Nick ne se portent pas uniquement sur sa vie sentimentale, il y a de grosses incohérences dans sa version des faits et dans son emploi du temps le soir de la disparition. Ce dernier affirme être parti de chez Cathy vers 2h30 et qu'il est rentré dans son appartement à 2h42, soit donc 12 minutes plus tard.
heure qui sera confirmée par son badge d'accès à l'immeuble. Or, Cathy, elle, est certaine qu'il est parti de chez elle entre 1h et 1h30 du matin. Les enquêteurs refont donc, chronomètre à la main, le trajet entre l'appartement de Cathy et celui de Nick et constatent qu'à pied, le trajet dure entre 7 et 10 minutes selon la vitesse à laquelle on marche. Donc ce qui est sûr à 100%, c'est que Nick est rentré chez lui à 2h42, mais s'il est parti de chez Cathy entre 1h et 1h30, qu'a-t-il pu bien faire pendant tout ce temps ? Pour en avoir le cœur net, savoir si Nick ment, les enquêteurs lui proposent de passer un détecteur de mensonges. Nick accepte, mais le jour J, il ne se présente pas. Pour les enquêteurs, c'est à la fois suspect mais à la fois pas anormal qu'un brillant étudiant en droit refuse de passer au détecteur de mensonges. Encore une fois, la théorie selon laquelle Nick aurait un lien avec la disparition de Josh tombe à l'eau car il n'y a aucune preuve. Nick ressort donc libre mais reste malgré tout dans le viseur des enquêteurs et cette fois-ci, ils vont s'intéresser aux 12 étudiants présents à la soirée poker, persuadés que toute la vérité n'a pas été dite. Un des enquêteurs chargé de l'enquête a une intime conviction. Quelque chose s'est passé ce soir-là à la soirée, peut-être un événement qui a conduit Josh à partir précipitamment, quelqu'un de la soirée l'a peut-être même suivi, en tout cas, si cette soirée a un lien avec la disparition, l'enquêteur est bien décidé à réinterroger tout le monde pour savoir la vérité. Et en soi, personnellement, je pense que dans les universités comme ça, aux États-Unis, ce n'est pas inhabituel de voir dans les campus une forme de loyauté et de fraternité au-delà de ce que nous on peut connaître en France. Imaginons que quelqu'un pendant la soirée ait tué Josh, volontairement ou involontairement d'ailleurs, c'est très possible que tous se sont fait la promesse de garder le secret. Faut pas oublier qu'on a affaire à des étudiants brillants, riches et qui ont des grands projets pour leur avenir. Si un drame se produit et qui par conséquent pourrait entacher leur future carrière, je suis sûre que certains sont prêts à faire beaucoup de choses pour se protéger coûte que coûte. D'un autre côté, ils sont quand même 12 et protéger un secret à 12, c'est pas évident. En tout cas, la maman de Josh partage cet avis et pense que les étudiants de la soirée n'ont pas dit toute la vérité et qu'ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils ont dit. Mais malheureusement, après les avoir tous réinterrogés un par un, aucun témoignage ne laisse penser que quelqu'un de la soirée serait lié à Josh. Personne ne s'est éclipsé ce soir-là, après ou avant le départ de Josh. Il faudra donc attendre 1 an plus tard pour que l'affaire connaisse un énième rebondissement, mais qui cette fois-ci va faire accélérer toute l'enquête. À l'époque de la disparition, les enquêteurs avaient fouillé la chambre de Josh, mais étant donné qu'il s'agissait des préliminaires de l'enquête et qu'on ne savait pas encore si on était sur une affaire criminelle ou non, les enquêteurs n'avaient pas mis sous scellé la chambre, ni même et surtout son ordinateur portable. Mais donc en 2004, les enquêteurs sont de retour dans sa chambre et rien n'a bougé car depuis le temps, Nick a veillé à ce que personne ne rentre dans cette chambre et la porte est restée fermée à clé. Cette fois-ci, il récupère son ordinateur portable pour le faire analyser et c'est là qu'il remarque qu'un logiciel de nettoyage a été installé puis utilisé sur l'ordinateur de Josh plusieurs jours après sa disparition. Donc quelqu'un qui est sûrement lié à sa disparition, ou en tout cas quelqu'un qui voulait cacher quelque chose aux enquêteurs, est entré dans la chambre de Josh et a utilisé ce logiciel pour effacer les indices. Est-ce que ce quelqu'un pourrait être Nick ? C'est quand même l'une des personnes les plus proches de la chambre de Josh, mais on peut aussi se demander si c'est pas l'œuvre d'un autre étudiant. Car en fait dans ce campus, il faut savoir que chaque étudiant a un badge magnétique pour rentrer dans les chambres, un peu comme à l'hôtel, et que donc tous les badges du même immeuble ouvrent la porte de toutes les chambres. Donc ce qui est sûr, c'est que si un étudiant voulait effacer quelque chose sur l'ordinateur de Josh, il aurait pu rentrer sans problème et il pouvait le faire quand Nick, par exemple, était en cours. Mais alors, qu'avait-il dans l'ordinateur de Josh pour arriver à installer un logiciel de nettoyage ? Directement, les enquêteurs repensent à son devoir sur les abus sexuels de l'abbaye et qui, comme par hasard, est introuvable dans l'ordinateur. Peut-être que Josh avait découvert quelque chose à ce sujet et qu'on a voulu le faire taire. Mis à part ce devoir qui a été supprimé, d'autres choses l'ont aussi été, comme des photos, des conversations, des vidéos, des mails et d'autres documents. Malheureusement, en 2004, les ressources de la police sont maigres et ils n'ont pas les moyens pour récupérer ce qui a été supprimé. Ce n'est que plusieurs années plus tard, grâce aux avancées technologiques, qu'ils vont enfin pouvoir mettre la main sur ces données et ils sont bien loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir.
À ce moment-là de l'affaire, on est en 2008. Ça fait donc 6 ans que Josh a disparu. Clairement à ce stade, la seule piste sérieuse qu'ont les enquêteurs, c'est l'ordinateur de Josh. Pour eux, c'est la clé de cette histoire. Ils extraient donc le disque dur et l'apportent au laboratoire criminel afin de restaurer ce qui a été supprimé. Et donc après de longues heures de travail, ils parviennent enfin à tout récupérer et ils remarquent que Josh passait beaucoup de temps sur un site de rencontre. Un site sur lequel Josh avait créé 3 profils différents. Le premier était le sien, mais les 2 autres étaient des profils de femmes. L'un s'appelait Foufoune 2002 et l'autre Gwen au gros néné. Cette découverte est pour les enquêteurs très particulière. Pourquoi Josh se faisait passer pour une femme? Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'en analysant ses conversations sur le site, les enquêteurs remarquent que Josh chattait majoritairement avec des hommes en se faisant passer pour une femme. Et au vu des discussions, il était clair que Josh cherchait des relations sans lendemain et qu'il était en train d'explorer une facette de sa personnalité dans le plus grand des secrets. Car après cette découverte, ses proches amis et familles sont mis au courant et tous, sans exception, tombent des nues. Cette nouvelle découverte refait battre toutes les cartes de l'enquête et si depuis le début, sa disparition serait liée à ce secret. Cette nouvelle piste, considérée par la police comme l'hypothèse numéro 1, nous amène à imaginer ce qui aurait pu se passer. On peut imaginer clairement que Josh rencontre un homme sur le site en se faisant passer pour une femme. Pendant la soirée poker, Josh a pu recevoir un message d'un homme qui voulait le rencontrer. Ils se sont donc donné rendez-vous, ce qui pourrait expliquer le départ soudain de Josh sans rien dire à personne, et qu'au moment de la rencontre, les choses auraient dégénéré quand l'homme aurait découvert qui se cachait en réalité derrière le profil. Mais ce n'est pas tout, ce qui est encore plus étrange, c'est que les enquêteurs découvrent un document qui avait lui aussi été supprimé, dans lequel Josh avait fait une sorte de tableau, une sorte de liste avec 28 hommes. Ces hommes sont tous des profils avec qui il parlait sur le site de rencontre. C'est donc assez dingue, pourquoi lister toutes les personnes avec qui on parle, mais surtout ça veut dire que le tueur de Josh est sûrement dans cette liste. Alors les enquêteurs publient les photos de ces 28 hommes dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse un des profils pour l'interroger, car en soi, ce sont les seules personnes dans cette affaire qui n'ont jamais été interrogées par la police et par élimination, si les témoignages des étudiants de St. John, de ses amis, de sa famille, de la soirée poker n'ont rien donné, c'est que la vérité est sûrement ailleurs. Ce mois de novembre 2024 signe le 22e anniversaire de la disparition de Josh. Malgré que ce dernier soit présumé mort, l'enquête est toujours ouverte, mais malheureusement depuis 2008, aucun autre rebondissement n'a vu le jour. La piste des 28 hommes n'a rien donné, personne n'a été interpellé ou interrogé. Aujourd'hui, Josh aurait été âgé de 41 ans, et selon sa famille, il serait sûrement devenu un grand homme politique. Après donc avoir exploré la piste d'un tueur en série, d'un accident dans le lac, de la soirée poker, des moines de l'abbaye, de Nick et de Cathy, et enfin d'un date qui aurait mal tourné, la disparition de Josh reste aujourd'hui un véritable mystère qui, selon les enquêteurs de l'époque, ne sera sans doute malheureusement jamais résolu. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes théories et ce que tu as pensé de cette mystérieuse disparition. Au passage, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, et moi je reviens très vite avec une nouvelle histoire. Bye.